Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré au harcèlement en relation avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, je pose mes questions à Christine Calonne, psychologue et psychothérapeute. Christine Calonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour répondre à nos questions et puis aider le plus grand nombre. Les pervers narcissiques sont des manipulateurs dévalorisants et contrôlants, on le sait. Tout échange verbal s'apparente à une bataille perdue d'avance, bien entendu. Il n'y a pas de communication possible au sens classique du terme. Mais parfois, il est impossible d'éviter une discussion avec un pervers narcissique, par exemple quand on vit sous le même toit ou alors quand il s'agit d'une relation de travail. Mieux vaut donc savoir comment s'y prendre pour poser des limites au harcèlement et ne pas y laisser trop de plumes. Tout d'abord, pour mieux comprendre, brièvement, Christine Calonne, pouvez-vous nous permettre d'identifier, c'est-à-dire comment savoir que l'on a affaire à un manipulateur ou manipulatrice? Alors, il y a différents profils de manipulateurs. Donc, le manipulateur pervers narcissique étant celui qui est le plus dans la séduction et dans la violence. Donc, nous allons essayer de voir les points communs entre ces différents profils de manipulateurs. Donc, le point commun, c'est l'absence de remise en question. Donc, ces personnalités, que ce soit le pervers narcissique ou d'autres, ne sont pas capables de vraiment s'interroger sur les causes de leur comportement, s'interroger sur ce qu'ils ressentent, leur conflit intérieur. Ils nient leur intériorité, c'est un mécanisme de défense. Et donc, ça leur permet de dominer les autres. Donc, tous ces profils de manipulateurs ont en commun la volonté de domination. Et donc, ils utilisent pour ça des stratégies, qu'elles soient dans le registre de la séduction, mais aussi dans le registre de la violence psychologique. Et donc, dans le registre de la manipulation, on a essentiellement les messages paradoxaux qui rendent l'autre confus. Donc, dire une chose, puis dire le contraire, dire une chose, faire le contraire, et ainsi, la personne ne sait plus quoi penser et donc elle devient manipulable. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie très, très efficace chez les manipulateurs. Quand on ne connaît pas les messages paradoxaux, on se laisse facilement piéger. Et donc, on a aussi d'autres techniques de manipulation. On ne va pas entrer dans les détails. On a aussi les violences, bien sûr, les différents types de violences. La violence psychologique, ce sera surtout l'isolement. C'est aussi la violence verbale, le dénigrement, la culpabilisation, les menaces, le chantage affectif, minimiser sa responsabilité, mettre des fausses urgences, l'intimidation, toute une série de violences finalement qui vraiment vont affaiblir l'identité de la victime. On a aussi les privations affectives, les intrusions et donc les mises sous pression qui font aussi que la victime s'affaiblit de plus en plus et entre ainsi dans un rapport de domination. Très bien. Merci beaucoup pour avoir un petit peu recentré le sujet. Pour poser ses limites, pour réagir, il faut encore savoir les connaître. Comment reconnaître ses propres limites? Oui, donc ça, c'est le problème de beaucoup de victimes, c'est qu'elles sont sous emprise en état d'impuissance. Et cet état d'impuissance les amène finalement à se dissocier de leur corps, se couper de leurs émotions et de leurs besoins. Et donc ça rend difficile finalement la capacité à poser ses limites. Et donc, il est essentiel, quand on est dans cette situation d'emprise d'un manipulateur, eh bien, de se reconnecter à son corps, de faire des expériences qui permettent, dans la douceur, dans la bienveillance pour soi, de ressentir des sensations de bien-être qui encouragent la sécurisation du corps et donc la capacité à être en lien avec soi. Et c'est dans cette capacité à être en lien avec soi qu'on peut alors, petit à petit, apprivoiser ces émotions pénibles. Et puis, les émotions pénibles nous renseignent sur nos besoins frustrés. Et donc, c'est par l'identification de nos besoins qu'on va pouvoir définir nos limites. Et quand on connaît ces limites, on peut plus facilement, évidemment, les poser. Et donc, comment les poser? Là était ma prochaine question. Voilà. Et pourquoi c'est si difficile de les poser? C'est difficile de les poser parce qu'il y a la peur qui est là, souvent face à la violence, on sent qu'il y a danger,
Et donc, évidemment, la peur peut être paralysante, comme je le disais, c'est l'état d'impuissance prise face à la domination, à l'emprise. Et donc, c'est d'abord de s'ancrer, d'apaiser sa peur, et donc d'être bien ancré dans le sol, d'apprendre à se sécuriser pour pouvoir poser ses limites calmement. Et ça, c'est essentiel, surtout avec un pervers narcissique. Et donc, une fois qu'on s'est posé ses limites calmement, à ce moment-là, on est plus capable de faire face aux agressions. Et comment, pardon, je vous ai coupé. Oui, donc ça, c'est l'ancrage, la sécurisation du corps, du système nerveux, c'est essentiel. Eh bien, il y a évidemment alors d'autres façons de faire. C'est, par exemple, d'éviter de donner des informations sur soi que le manipulateur peut utiliser au désavantage finalement de la personne. C'est aussi ne pas se justifier, ne pas donner des informations. C'est évidemment ne pas entrer dans des explications que le manipulateur va utiliser contre. Oui, parce que si on commence à se justifier, on alimente un petit peu la machine et puis finalement, il n'y a pas de fin de toute façon à cette discussion. Donc, autant couper court tout de suite et arrêter de s'épuiser. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible une fois qu'on est dans des rapports de pouvoir et de violence. Donc, la seule solution, c'est d'en dire le moins possible et de donner des informations juste pragmatiques par rapport à ce qui est vraiment nécessaire de dire face à une rencontre, quelle que soit la raison, si elle est vraiment indispensable, eh bien alors là, il faut être vraiment pragmatique. Ouais, et factuel, comme ça laisse, voilà. Voilà, factuel, c'est s'en tenir aux faits, sans parler de ses émotions et de ses besoins, parce que là, ça pourrait être utilisé à son désavantage. D'accord. Et comment éviter de s'auto-censurer quand justement on craint la réaction de l'autre? Comment essayer d'aller au-delà? C'est de travailler sur ses peurs. On a 3 peurs archaïques fondamentales. C'est la peur du rejet, de se retrouver seul, la peur d'être impuissant et la peur de se sentir incapable et donc nul, entre guillemets. Travailler sur ces peurs-là avant la rencontre, ça permet justement de faire face à des critiques qui sont blessantes, toujours, avec les manipulateurs, surtout les pervers narcissiques. Et donc, aller chercher des ressources dans son imaginaire ou dans la réalité pour apaiser ses peurs. Et comment on réagit? Parce qu'on sait que généralement, ce sont aussi des professionnels du gaslighting. Comment faire quand une situation telle se produit? Alors, par rapport au gaslighting, c'est justement une mise en doute de ses perceptions. Bien, la mise en doute, elle marche si on doute de soi. Et donc, ça, c'est très important de renforcer sa confiance en soi, son estime de soi. Et puis, faire peut-être un récapitulatif des faits. Parce que ça peut aider à s'en tenir aux faits et à savoir vraiment, de son propre point de vue, ce qui s'est vraiment passé. Oui. Du coup, comment on fait pour rester calme quand le pervers narcissique essaie justement de venir avec des mensonges ou alors des mots blessants parce qu'il sait parfaitement où appuyer ou quelle information utiliser contre nous. Donc on est toujours, c'est ça, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Finalement, comme on sait que le dialogue n'est pas possible, j'imagine qu'il faut laisser passer, non? Enfin, c'est ça, on le disait, éviter de se justifier, éviter d'alimenter. Voilà, donc ne pas se justifier, ne pas alimenter la discussion, mais aussi avoir un point de vue d'observateur. J'observe ce que je ressens, j'observe mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. J'observe l'agression violente, ça ne me concerne pas, c'est le fonctionnement du pervers narcissique, c'est le fonctionnement du manipulateur. Donc, développer le point de vue de l'observateur, ça s'apprend. C'est un peu ce qui se passe quand on médite. On n'est pas identifié à ses pensées. Et ça aide vraiment beaucoup à ne pas se laisser emporter par le flot de discours du manipulateur et donc se laisser toucher au point d'entrer dans l'emprise. Et bien sûr, quand on le peut, fuir toute discussion. Oui, ça c'est l'idéal. Couper les ponts. Ça, si on a le choix, c'est vraiment couper les ponts et bloquer tout contact, le numéro de téléphone, tout. Parce que voilà, quand on n'est pas soi-même pervers narcissique, ben, c'est très difficile évidemment de faire face à ce genre de manipulation.
et de violence. Hein. Donc, je pense que le mieux, c'est de couper les ponts, mais parfois, on a une Et maison, quand il y a un lien, que ce soit financier, matériel ou les enfants. Et là, on est bien obligé, ou même un lien professionnel. Donc, là, on doit vraiment s'en tenir au minimum et c'est suffisant. minimum, bien prendre confiance en soi et puis rester factuel, pragmatique, voilà, pour et puis bien cadrer, c'est ça, et Voilà, surtout ne pas se laisser envahir par toute cette voilà, agressivité. voilà, c'est ça. Hein. Donc, et le cadre, ça, c'est si on a des rencontres, c'est vraiment de veiller à faire la rencontre avec un témoin, définir soi-même le cadre, ne pas laisser l'autre nous imposer son cadre, qui sera évidemment un cadre qui favorisera sa manipulation, mais définir c'est quoi mon but, c'est dans quelle situation, à quel moment et avec quel témoin. Très bien, merci beaucoup. C'est un sujet que vous avez très largement évoqué dans votre ouvrage Les victimes de pervers narcissiques, paru chez Ellipse. Vous avez donc 100 questions-réponses avec récits et témoignages, c'est ça. Pouvez-vous nous dire ce que l'on y retrouve exactement dans cet ouvrage? Alors, il y a une description du fonctionnement d'un manipulateur, surtout le pervers narcissique, bien sûr, mais aussi une description du vécu de la victime et comment se reconstruire après l'emprise, comment vivre la relation si on est amené à rencontrer un pervers narcissique à certains moments, comment se soigner, donc comment se mettre en lien avec ses proches quand on a été voilà, blessé, maltraité par un pervers narcissique. Il y a des problèmes de régulation des émotions et des relations, donc ça se travaille. Et donc, je pose une série de questions qui peuvent aider les personnes concernées à suivre des pistes de travail sur soi. Je pense qu'il faut vraiment s'entourer et avoir des personnes ressources qui peuvent aider à se reconstruire. Oui, c'est important, voilà, vraiment des personnes ressources, parce que c'est vrai qu'après, mine de rien, on est blessé et puis on a perdu quand même confiance, même si on le travaille, mais c'est important effectivement de s'entourer de personnes bienveillantes. Un livre donc à mettre dans toutes les mains, puisqu'en plus apprendre comme ça à se reconstruire, ça permet aussi de ne pas retomber dedans, d'éviter ce genre de relations à l'avenir. Donc c'est vraiment un ouvrage indispensable. Si vous êtes confronté à un manipulateur, vous avez un proche qui est confronté à un manipulateur, n'hésitez pas à lui conseiller cet ouvrage. En tous les cas, il ne faut pas rester seul. Hein, on le dit, on le répète à chaque fois, il ne faut pas hésiter à consulter, à se faire aider pour trouver justement quelques pistes avec un thérapeute comme vous. C'est quelque chose qu'on fait très bien, c'est ça? Tout à fait. Donc là, j'accompagne les victimes pour justement reconstruire leur identité, qu'elles se remettent en lien avec leurs ressources, parce que parfois elles ont le sentiment qu'elles n'ont plus de ressources, et donc ces ressources, on peut y accéder, on peut travailler sur ces ressources, aussi bien internes que externes, et aussi désensibiliser les émotions pénibles qui sont présentes au-delà de l'emprise et qui peuvent finalement favoriser des problèmes relationnels et même une revictimisation. Donc ça se travaille, ça peut être utile de consulter aussi pour travailler tout ça. Vous pratiquez, je crois, la thérapie EMDR, on en a déjà parlé. C'est une technique, c'est ça, hein, c'est celle-ci dont vous parlez, qui est très efficace. Ouais. Et en fait, j'utilise deux méthodes. La théorie polyvagale pour travailler sur les mécanismes de protection, les comportements de survie qui se sont développés à cause de la violence, que ce soit l'attitude combative, le figement, la fuite dans une dépendance, ou qu'est-ce qu'il y a donc l'appel à l'aide ou la soumission. Donc tous ces mécanismes de survie, ils sont présents après l'emprise, durant l'emprise et après l'emprise, parce que nous avons vécu une grande insécurité et cette insécurité, c'est important de la travailler avec le travail sur les états de survie. Et en parallèle à ça, alors, quand c'est le moment, je fais aussi de la désensibilisation au trauma, mais il faut d'abord que la personne ait retrouvé et ses ressources et sa sécurité. Oui, voilà, deux thérapies bien complémentaires et surtout
c'est que quand on fait appel comme ça à un professionnel, ça nous aide à comprendre ce que l'on vit, parce que quand on est dedans, voilà, et puis on est bombardé au quotidien de plein d'infos négatives, on est noyé, enfin, on disait justement, on est un peu déshumanisé aussi, on perd toute ressource, donc faut pas hésiter à franchir le cap, parce que ça aide de se sentir comprise, je pense, voilà, comprendre ce que l'on vit, et puis surtout trouver les solutions, puisque cela existe, donc ne surtout pas hésiter. Oui, c'est ça, parce que la méfiance par rapport à l'autre est la conséquence de tous ces traumatismes liés à la violence du manipulateur. Et donc, rétablir la confiance en soi, mais aussi rétablir la confiance en l'autre, c'est essentiel. Donc, retrouver un lien humain, un lien bienveillant, empathique. Voilà, ça, c'est essentiel aussi. Avec le Très bien. terrain. Oui, et comment faire si on souhaite vous consulter? Alors, pour me consulter, il y a le formulaire contact sur mon site internet avec toutes les coordonnées nécessaires. Et donc, là, c'est possible de prendre rendez-vous. Il ne faut donc surtout pas hésiter. On le dit, on le répète. Merci beaucoup, Christine Calonne. Merci aussi de m'avoir accueilli et je vous souhaite une bonne journée, Émilie. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous qui nous écoutez, nous regardez. Merci d'être si nombreux à partager vos expériences, à vous aider parfois les uns les autres. C'est important. Et puis, on reviendra peut-être prochainement avec un nouveau sujet. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Merci à nouveau et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.